On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Radar, le podcast. Avec Pierre Lebrun et Anthony Desaulniers. Nous sommes le 17 avril 2025. Les Canadiens sont officiellement en série. Et quoi de mieux que d'en parler avec Pierre Lebrun dans un autre épisode de Radar. Salut Pierre! Salut Anthony! Ah, t'es heureux là! T'es heureux! Oui. Le chandail du tricolore! Oui, je suis vraiment heureux. Grosse victoire contre les Hurricanes de la Caroline. Yes, il y a vraiment un buzz honnêtement dans la ville. Puis je te dirais qu'il y avait beaucoup de nervosité là, dans la dernière semaine parce qu'on voyait très bien l'histoire se dessiner là, avec les Blue Jackets propulsés par un momentum incroyable. Puis finalement, le Canadien a réussi à tenir le coup et est allé chercher la victoire hier. Fait que oui, je suis très heureux. Puis c'est pour ça que je porte mon chandail fièrement du Canadien ce matin. Pierre, avant qu'on s'amène plus dans les dossiers sérieux, je vais te raconter ce que j'ai fait la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé ensemble, tu m'as expliqué ton parcours, tu sais, comment tu es devenu insider et tout, puis informateur, puis que tu as commencé petit peu par petit peu. Puis, quand je suis retourné chez moi, il y a quelqu'un, il y a une source à moi qui m'a dit « Hey, j'ai appris le nouveau numéro de Ivan Demidov. Il va porter le 93. » Fait que moi, j'ai pas trop pensé parce que j'étais un peu sur le nuage de t'avoir parlé, puis ça a l'air le fun, les scoops. Fait que j'ai décidé d'aller écrire ça sur Twitter sans contre-vérifier absolument rien. Et là, j'ai reçu une dizaine de textos de gens qui m'ont dit « Parfait, je vais pouvoir faire mon chandail 93 à 300$. » Je me disais « Oh my God, qu'est-ce que j'ai fait là? » Quelle erreur! Mais finalement, ça s'est avéré être une bonne information. Mais je te le dis, pendant 2 heures, là, je rongeais les murs, plus jamais. Je veux rien savoir de faire ta job, Pierre. C'est ben trop stressant. Ah ben, c'est ça qui est ça. Ouais, faut faire sûr. Mais t'avais raison. Fait que, félicitations. Ouais, comme je l'avais dit la semaine passée, il voulait pas, ça a l'air qu'il voulait pas, il voulait pas rentrer dans la formation puis demander son vieux numéro. Il voulait pas être de même comme jeune joueur. Exact. Ça te donne un peu un aspect de son caractère comme jeune homme. Exact. Mais quand même, ça a été un moment cocasse, puis ça m'a rappelé que j'ai pas les nerfs d'acier pour faire, puis si on s'entend, on parle juste d'un numéro de chandail, j'imagine pas quand tu breaks une transaction ou des choses comme ça. Inscrivez-vous sur ubet.io avec le code RADAR et profitez d'un match de dépôt à 100% sur votre premier dépôt, jusqu'à 100$ canadiens. Ouais, le Canadien officiellement en série. En fait, toutes les séries sont maintenant connues. On connaîtra les 8 affrontements qui vont commencer là, dans les prochains jours. L'horaire n'est pas encore officiellement sorti, mais il y a déjà 2 matchs de prévus, 2 matchs de l'Ouest de prévus pour samedi soir. On va commencer quand même par Montréal contre Washington. Est-ce qu'on peut croire, Pierre, à une reprise de 2010 alors que les Canadiens, en bon négligé, avaient réussi à montrer la porte aux Caps? Ouais, ben écoute, je veux juste aussi mise à jour là-dessus, le calendrier de la première ronde en détail devrait être sorti par le temps que le podcast sort. Ça devrait être sorti mercredi. OK. Durant la journée, juste de la Ligue m'a dit ce matin. Écoute, c'est absolument possible. C'est sûr que Washington sont les favoris pour toutes sortes de raisons réelles. Mais à la fin de la journée, il faut faire le recul. Il y a 12 mois, les Capitals de Washington ont fait les séries par ça. Je pense que leur différentiel de buts et buts contre était moins 37. C'était une équipe de 8e place que personne ne pensait pouvait toucher les Rangers de New York. C'est incroyable comment la Ligue nationale change. Et puis, en fait, c'est ça qui est arrivé. Les Rangers ont facilement gagné contre les Capitals en première ronde. Alors, c'est sûr que c'est pas la même équipe des Caps. Les Caps, on en a déjà parlé, mais Chris Patrick a eu une des meilleures saisons mortes de toute la Ligue nationale l'été passé. Il était très agressif. Pierre-Luc Dubois, Logan Thompson, plusieurs, il a continué de vraiment changer le mix à Washington. Mais à la fin de la journée, où est la réalité entre l'équipe qui n'a presque pas fait la série l'an passé et l'équipe qui est en première place? Je pense que les Capitals ont quand même, été plus loin là, qu'ils pensaient faire cette année. Fait ça ne sera pas étonnant là, si le Canadien est capable de les battre. Je ne dis pas que c'est ça que je pense qui va arriver, mais moi, je pense que 2010, la différence entre les deux équipes était plus grande que cette année. Je pense qu'en 2010, c'était vraiment le commencement d'une époque avec l'équipe d'Ovechkin, Backstrom, où les Capitals étaient pour gagner à la porte pour plusieurs années. Finalement, ça a pris 8 ans. Ils ont gagné la Coupe en 2018, mais c'était toujours une équipe qui avait une chance de gagner la Coupe.
je pense que c'est quand même un début là, pour Washington. Oui, tout a bien été. Chaque move que Chris Patrick fait, on dirait que les Caps s'améliorent. Oui, c'est tout vrai, mais à la fin de la journée, il y a une raison que tu ne vois pas tellement de gens prendre les Caps quand même dans leur prédiction pour gagner la Coupe Stanley cette année, même qu'ils ont fini premier dans l'Est. Fait que je pense que la Floride et Tampa et Toronto, ça serait des plus gros favoris, selon moi, que Washington. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Puis on a l'impression, du moins de l'extérieur, que les Capitals ont laissé beaucoup d'énergie sur la table dans la chasse au record de Ovechkin. Est-ce que ça peut être compliqué? Tu sais, s'il avait battu ce record-là, admettons qu'il ne se blesse pas, puis qu'il ne manque pas ce mois-là d'activité, il bat le record début mars. C'est pas la même chose, là. Tu as le temps en masse de te remettre de ça puis de repartir la machine. Le fait que c'est survenu tellement tard en saison et que par la suite, on n'a pas joué du gros hockey, c'est un petit peu plus moins structuré, disons-le comme ça. J'ai hâte de voir si ça pourrait pas être compliqué pour les Capitals de repartir la machine dans le cadre de ça. Oui, peut-être. Puis de l'autre côté, ben écoute, c'est un peu comme Winnipeg et Dallas dans l'Ouest, qui n'ont vraiment pas eu des gros matchs à jouer dans les dernières 2 semaines. Là. Puis, tu sais, les Stars, ils voulaient tout simplement jouer des matchs sans perdre des joueurs. Puis, Jason Robertson s'est blessé hier soir. Exact. Puis, d'abord, il n'était pas bien heureux. Mais, tu sais, c'est comme l'aspect malheureux d'être trop bon durant la saison régulière, c'est que tu as des matchs qui ne vaut rien à la fin, où tu peux tout simplement gérer tous tes joueurs, puis te faire attention. Puis c'est pas ça le hockey, c'est dur d'être de même. Tu sais, je me rappelle l'année que les Red Wings ont gagné 62 matchs, ou je sais pas combien de matchs, je pense que c'est 62 avec Scotty Bowman. Je sais pas si c'était en 97, peut-être 96, en tout cas. Scotty Bowman avait été critiqué parce qu'il a laissé de côté Nick Lidstrom, Steve Yzerman dans la fin de la saison régulière parce qu'il ne voulait pas que ses grosses vedettes se blessent, puis il y avait tellement d'avance dans le classement. Puis à la fin de la journée, c'était une des années que les Red Wings n'ont pas gagné. Fait probablement c'était peut-être 96, en tout cas. 96, c'est confirme. C'est ça. Fait que ça avait été critiqué dans le recul que tu ne devrais pas sortir tes joueurs à la fin de la saison régulière. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de façon parfaite là-dedans. Parce que de l'autre côté, si une de tes vedettes se fait mal, tu sais, Jason Robertson s'est fait mal hier soir pour Dallas, on a encore des détails là, sur la sécurité, mais bon, pourquoi qu'il a joué? Ben, il faut quelqu'un qui joue. Il faut quand même faire un alignement sur la patinoire. La Caroline, ont-tu fait pour jouer personne au Centre Bell hier soir, mais il faut quand même t'aider des joueurs. Alors, si je fais Stikov, ça aurait fait blesser ou Kochetkov, est-ce que Rod Brind'Amour se ferait critiquer? Ben non, il faut que tu aies des joueurs sur la patinoire dans le 82e match. Alors, c'est juste pour dire que je pense qu'à Washington, on va essayer de faire ça à la fin aussi, mais là, la question, c'est que est-ce que ton reset avant une série est naturel? Là? Que le vrai hockey commence encore, est-ce que c'est difficile pour une équipe comme Washington de se reprendre à leur meilleur? Puis peut-être que ça ne l'est pas. On ne sait vraiment pas. Puis même Spencer Carbery ne le sait pas non plus, Anthony. La réalité, quand je parle aux entraîneurs-chefs durant les années, avec le recul surtout, là, quand ils sont un peu plus honnêtes, on prend une bière ensemble. Ça, c'est des moments où tu n'es jamais vraiment sûr. Quelle équipe que je vais avoir pour le premier match. Puis, tu sais, on a déjà parlé de ça il y a quelques semaines, mais l'aspect d'être favori dans la Ligue nationale, où tu te mets de la pression à l'intérieur, à l'interne, il n'y en a pas des grands favoris dans le hockey moderne. C'est vraiment la différence entre 1 et 8, 2 et 7 dans la Ligue nationale aujourd'hui. La Floride qui bat Boston en 2023. Là, on regarde ça 2 ans plus tard. On dit, ben oui. Oui, mais dans le temps, Boston est en premier. Tu sais, je veux dire, 132 points, je pense, cette année-là, Boston. Oui, c'est ça. Fait que, oui, Washington sont favoris. Ils devraient être favoris. Mais à la fin de la journée, si le Canadien trouve une façon de battre les Caps dans cette série, moi, je trouve pas ça étonnant. Ouais. Puis, pas dans la Ligue nationale de 2025. Puis je veux pas mettre la charrette devant les bœufs, mais je vais prendre l'élément que tu avances avec les Panthers il y a 2 ans. Peut-être que dans 2 ans, sans dire que le Canadien va avoir fait 2 finales, dont une coupe, mais peut-être que le Canadien va être considéré comme une puissance dans la Ligue nationale maintenant, puis que là, on va revenir sur cette série-là contre les Caps, on va dire « Ah, voilà, ça explique pourquoi que c'était plus serré qu'anticipé à la base. » Exact, parce que c'était le début de quelque chose. Mais bon, on verra bien en temps et lieu. Tu as mentionné les Hurricanes de la Caroline. Je trouve ça intéressant, Pierre, parce que tu regardes les derniers matchs, là, défaite contre les Red Wings, défaite contre les Bruins, défaite contre les Sabres, défaite contre les Caps, défaite contre les Leafs, et là, hier, défaite contre le Canadien. À travers ça, il y a une seule victoire contre les Rangers de New York.
À un moment donné, ça te prend quand même un certain momentum. Tu t'apprêtes à commencer une série éliminatoire contre les Devils du New Jersey. Tu sais, je comprends le repos. Puis de mon côté, tu comprendras que je n'étais pas déçu de ne pas voir Jarvis, Ao ou Slavin en uniforme. Mais ça reste que tout à l'heure, ces joueurs-là, il y a la rouille qui rentre en ligne de compte. Être trop reposé, c'est pas mieux non plus. Là. Alors, ça, je te dis que c'est pas. C'est pour ça que je voulais te donner la vieille histoire de Scotty Bowman, le meilleur entraîneur de la Ligue nationale. C'est difficile de savoir exactement comment gérer tout ça à la fin de la saison régulière. C'est drôle parce qu'il n'y a pas personne qui donne une chance à New Jersey de battre la Caroline. On sait pourquoi. Il n'y a pas de Jack Hughes. Les Devils n'ont vraiment pas été la même équipe depuis qu'ils ont perdu leur vedette offensive. Mais là, il y a Doug Hamilton au moins qui revient. Puis ça, c'est une grosse histoire, ça, là. Ouais. Que Doug Hamilton revient. Puis je vais te dire quelque chose d'autre. Puis moi, je ne fais pas de prédiction. Là. Ça fait des années que je ne fais plus de prédiction, mais je vais te dire une chose. Je peux te dire, c'est quel gardien que j'ai plus de confiance dans la série-là, entre Jacob Markstrom et Peter Kachaka. C'est le gars de New Jersey qui est le meilleur gardien. Bon, Caroline, je pense qu'ils vont gagner quand même, probablement, mais je veux juste te dire que c'est intéressant que les gens commencent, puis là, tu vois ça tout partout dans les réseaux sociaux, parmi les experts, parmi les journalistes, que la Caroline, ils ont comme le chemin le plus ouvert à se rendre à la finale de la Coupe Stanley dans l'Est. OK, mais si Jacob Markstrom fait 40 arrêts dans le premier match, tu viendras me parler. Ouais. Je veux dire, c'est faire attention, là, tout le monde on dirait que tout le monde veut rentrer sur la même vague là, avec les opinions et les prédictions, mais ça change vite, cette affaire-là. Ouais, mais c'est vrai quand même que juste l'aura des équipes de la métropolitaine n'est pas la même que l'aura des équipes dans l'Atlantique. Et en même temps, pas dur à comprendre, les 3 derniers représentants de l'Est en finale, c'est la Floride 2 fois puis le Lightning. Fait qu'à un moment donné, les gens sont habitués de voir ces équipes-là. Ah oui, t'as raison. Plus que ça, on peut même aller plus loin. T'as raison. Tampa 2 Floride, ça fait 5 ans que... T'as raison, ça fait 5 ans de suite. Pas pourquoi mon cerveau s'est arrêté après 3. L'année de la pandémie avec la division canadienne, c'est un peu bizarre, là, mais quand même. Ah, techniquement, ça veut dire que c'est 6. Parce que Montréal aussi, c'est l'Atlantique. Avec l'année de la pandémie. Techniquement parlant. C'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'il y a peut-être un chemin plus facile avec la métropolitaine, mais ça joue sur la patinoire. Puis ton point de Markstrom est très bon, parce que ça me fait un peu penser à la série entre Toronto et Ottawa. À mon avis, Toronto est favorisé, mais je vais prendre Ullmark si j'ai à miser sur un gardien de but. Là. En général, je suis d'accord avec toi, mais qu'est-ce que je te dirais, par exemple, c'est qu'Ullmark, dans les séries, il n'avait pas été aussi fameux que Swayman, numéro 1, dans ses années à Boston. Fait que, tu sais, tu peux regarder ses chiffres là, pendant que je parle, si tu veux, mais Ullmark, en série, je pense pas que c'est trop fameux. Deuxièmement, écoute, Stolarz, à part que il est rentré je pense, dans le 4e match à Edmonton pour jouer quelques minutes l'an passé, mais Stolarz n'a aucune expérience dans la dans la série. Mais Stolarz a connu toute une saison. Les chiffres de Stolarz avec les Leafs cette année, c'est bizarre pour un marché comme Toronto, mais ça ne se fait même pas parler. Il est top 3 dans la nationale avec ses chiffres, Stolarz. Fait que si tu regardes les chiffres, c'est pas mal proche entre Ullmark et Stolarz, mais c'est sûr qu'Ullmark, c'est le gardien qui a plus... sa carrière est plus détaillée là, que Stolarz, qui est numéro 1 par première fois dans sa carrière. Mais je pense que tu as vu Ullmark à Boston dans la série, c'était correct, mais c'était pas fameux. Oui, je les ai ici devant moi. Il y a 10 matchs totaux, 10 matchs au total entre 2021-22 et jusqu'à 2023-24. C'est 8,60, 8,96 et 8,86 avec des moyennes de 4,17, 3,34 et 3,90. Et on parle quand même avec une excellente formation, les Bruins de Boston à l'époque. Il n'a pas fait ça parce qu'il a traîné l'équipe et il y avait moins de défensive devant lui. Fait que t'as pas tort, mais je pense quand même que c'est le principal responsable du revirement de situation avec les Sénateurs d'Ottawa. Très belle saison. Exact. Je pense qu'il va être un élément très important. C'est pas le seul que j'ai hâte de voir, ceci dans cette série-là. Un qui avait hâte de gagner, il l'a dit l'année dernière en point de presse, je suis tanné de perdre. Brady Tkachuk, d'après moi, Pierre, arrivé de bonne heure, puis regardez-les comme faux. Là. Ben, je vais dire quelque chose. On l'a vu dans le tournoi de 4 nations. Brady Tkachuk sur le gros stage, c'est spécial. Puis, je vais dire quelque chose. J'étais très à côté de lui après la victoire de l'équipe américaine contre l'équipe canadienne au Centre Bell sur le samedi soir de 4 nations. Lui et son frère avaient fait leur affaire de médias ensemble.
Puis je me rappelle, j'avais demandé à Brady Tkachuk, ça va où dans ta carrière, là, ce moment, ce soir? Puis il dit, c'est le plus gros moment de ma carrière. J'ai jamais joué dans la série. Mhm. Ses yeux sortaient de... Sa tête était tellement excitée de jouer un gros match avec tellement ça ligne. Et puis, je pense que c'est ça qui devrait faire peur aux Leafs, c'est que Brady Tkachuk, avec ce moment-là, une série que tellement de gens vont regarder à travers du Canada, ça pourrait être... il pourrait tout changer, Brady Tkachuk, par lui-même, c'est sûr. Moi, quand je regarde la bataille de l'Ontario, ce que je regarde là-dedans, moi, c'est très simple. Les Leafs, c'est leur équipe qui est la plus prête pour les séries éliminatoires dans l'histoire de Matthews et Marner à Toronto. Aucun doute. Greg Berube, la façon qu'a changé le style de l'équipe cette année, les Leafs sont plus confortables dans les matchs de 1-0, dans les matchs de 2-1, les genres de matchs qu'on va voir en série éliminatoire. Brad Treliving qui a rentré Chris Panet, va dépasser Brandon Carlo à date limite. C'est une équipe qui est meilleure à la ligne bleue. C'est une équipe qui s'est fait gérer pour finalement être plus confortable au printemps. Mm-hmm. Ça, je suis 100% satisfait de cette opinion-là. Mais, si Ottawa peuvent gagner le premier match à Toronto, c'est tous des êtres humains dans le vestiaire des Leafs. Puis la réalité, c'est que si Ottawa gagne le premier match à Toronto, là, ça rentre toutes les émotions qu'on ne gagne jamais dans les séries à Toronto. Mm-hmm. Ils vont le nier, là. Tout le monde va le nier, c'est sûr. Ça va prendre 20 ans avec une bière là, pour avoir la vérité de certains joueurs qui jouent cette équipe-là. Mais la réalité, c'est que si Ottawa gagne le premier match, là, ça pourrait complètement changer, selon moi, la façon que les choses se déroulent. Puis je pense que ça donne à Ottawa leur meilleure chance de gagner. C'est de rentrer dans la tête des Leafs, dans la tête de... Ils ont juste gagné une série éliminatoire dans 7 ans. C'est un peu cliché, mais le premier match dans cette série-là, là, entre les Leafs et les Sénateurs, selon moi, c'est très important. Oui, tu as dit en 7 ans parce qu'évidemment, tu fais référence au groupe de leaders actuels parce que la franchise des Maple Leafs, il faut remonter jusqu'à 2004, qui était la dernière bataille de l'Ontario. Non, je sais, exact. C'est ça avec Matthews Marner. Là, exact. Fait que mais c'est là où est-ce que ce sont... Ça a bien beau être une équipe qui est confortable, puis honnêtement, ils ont l'air dangereux. Là, ils jouent de la bonne façon, et Craig Berube a l'air vraiment en contrôle, mais tu l'as dit, ce sont des êtres humains, puis à un moment donné, la pression peut venir du vestiaire, mais la pression peut venir des partisans aussi qui disent « Ah non, pas encore ». Moi, je te le dis, j'espère que les matchs Toronto-Ottawa ne seront pas en même temps que ceux Montréal-Washington, parce que je ne veux pas en manquer un. Ça va être extraordinaire comme série. Il va y avoir de l'intensité. D'un côté, tu as une équipe qui veut se prouver, puis de l'autre, tu as une équipe qui ça fait une éternité qui n'a pas fait les éliminatoires, avec 2 coqs en tête de liste. Honnêtement, ça va être du bonbon, cette série-là, Pierre. Oui, puis c'est comme le Canadien. Les Sénateurs n'ont pas vraiment tellement de pression. Si les Sénateurs perdent en première ronde, y a-t-il quelqu'un qui va dire qu'il devrait avoir honte? Non. Ils ont fait les séries. Les Sénateurs ont accompli la mission cette année. C'était une mission importante parce que tu viens de le mentionner. Il y avait beaucoup de pression de certains joueurs comme Brady Tkachuk que les Sénateurs s'annoncent pour qu'ils prennent une grosse étape. Mais ils l'ont fait. Mm-hmm. C'est sûr que les joueurs vont être déçus s'ils perdent contre Toronto parce qu'ils vont probablement penser qu'on avait une chance. Puis oui, c'est sûr qu'il y a une chance. Mais réellement, comme le Canadien, la saison a gagné. Exact. Fait que mentalement, ça, c'est fort, ça. Quand tu rentres dans une série éliminatoire puis tu reconnais que l'équipe qui était supposée de te battre, c'est eux autres, là, c'est 2-0 pour les Sénateurs dans le premier match. On reconnaît que c'est une des deux équipes qui va avoir plus de pression que l'autre. Oui. C'est là que c'est intéressant, la 4e série dans l'Est. Il n'y a pas cette équipe-là négligée, il n'y a pas cette équipe-là favorite. Tu as les Panthers de la Floride qui débarquent comme champions en titre, qui affrontent l'autre superpuissance de l'État en Lightning de Tampa Bay. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à m'asseoir et à me dire, OK, ça, c'est l'équipe vraiment sur laquelle je dois miser parce que d'un bord, tu as Kucherov, tu as Point, tu as Genzel, tu as Hedman, tu as Vasilevski. Et de l'autre bord, tu as Bobrovski. Tu vas avoir un Matthew Tkachuk qui va revenir au jeu peut-être éventuellement. Tu vas avoir un Barkov. Tu vas avoir un Ekblad qui va revenir aussi de sa suspension dans le match numéro 3. Tu as vraiment 2 titans qui s'affrontent au premier tour, Pierre. Ça va être vraiment haut en couleur. Oui, ça va être une série incroyable. Je dois dire qu'entre je m'en vais couvrir Dallas, Colorado. Je m'en vais à Dallas demain, mais les 2 séries que
quand j'ai parlé à mon patron à l'Athletic, quand j'étais comme tirant entre les deux, c'était soit faire les deux équipes de la Floride ou de faire Dallas, Colorado. C'était vraiment mes deux choix. Là. Puis, parce que je pense que ça va être une série incroyable, comme tu viens de mentionner. Deux équipes qui ont plein de champions, deux équipes qui ne vont jamais paniquer, deux équipes qui ont tout vu dans le hockey, entre Tampa et la Floride. Puis, je pense que c'est la meilleure rivalité dans le hockey aujourd'hui, en réel. Et je pense qu'on va le voir encore. Puis deux formations où, je vais dire quelque chose d'autre. Il y a un autre niveau de tout ça où Bill Zito et Julien Brisebois ont devenu très proches durant les dernières années, s'envoient des messages durant l'année pour comparer des notes, pour dire des compliments, quand quelque chose. Il y a beaucoup de respect entre les dirigeants des deux équipes aussi. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de fierté là, que c'est Tampa, deux coupes, une finale de coupe, Floride, une finale de coupe et une coupe que tout sort de l'état de la Floride les derniers 5 ans. Fait que ça donne toutes sortes de niveaux à cette rivalité entre les deux équipes. Puis, à la fin de la journée, moi, c'est vraiment l'impact de Matthew Tkachuk. On va changer le nom de notre podcast. Au lieu de Radar, on va appeler ça les frères Tkachuk. Parce que je pense que Matthew Tkachuk, il est supposé de revenir à quelque temps dans cette série, sinon pour le premier match. Mais il va revenir, puis ensuite, il va revenir et être toi-même. Exact. Alors, j'ai hâte de voir c'est quoi la version de Matthew Tkachuk qui rentre dans cette série, parce que ça, c'est très important. Ben oui, c'était ma prochaine question. T'sais, honnêtement, j'ai hâte de voir parce que tu reviens de loin. Est-ce que tu reviens à 100%? 2, est-ce que tu es capable de reprendre le rythme rapidement? Puis c'est la même chose pour Ekblad. Tu as 2 piliers quand même avec les Panthers qui, au début, on va peut-être avoir besoin de quelques présences, peut-être d'une période ou deux pour se remettre en action. Puis en séries éliminatoires, tu ne peux pas en échapper beaucoup. Donc ça, c'est sûr que ça va être à surveiller. L'autre point que je trouve intéressant, tu as parlé de leadership, que ces équipes-là ont tout vu. Comme si c'était pas assez, tu ajoutes à ça Brad Marchand. Quel sera l'impact, tu penses, de Marchand avec les Panthers? Oh, je pense qu'il va avoir ses gros moments, absolument. Tu sais, sa carrière n'est pas finie, ce gars-là. Là. Je sais qu'il y a plusieurs équipes qui ont hâte de voir s'il sera au 1er juillet parce qu'on veut l'amener pour son leadership et tout ça sur notre équipe. Et puis, je pense que c'est un gros moment dans sa carrière pour dire, écoute, je sais que ça n'a pas été une saison fameuse, mais il y a encore de hockey dans mon corps. Et puis, moi, j'ai l'impression que je pense qu'on va en parler de Brad Marchand dans ces séries-là. Absolument. Puis je pense qu'il est confortable là, depuis qu'il est arrivé là. Il a joué probablement plus de matchs qu'il pensait jouer quand il a été échangé parce qu'il était blessé. Mais il est revenu assez vite de sa blessure puis il était capable de jouer un bon nombre de matchs pour s'ajuster. Puis écoute, je pense que le plan pour les Panthers, c'est quand Tkachuk revient, que c'est Bennett entre Tkachuk et Marchand. Aïe, aïe, aïe. fait que ouais. C'est toute une ligne, ça, si ça arrive. L'autre chose, je te dirais, sur la bataille de la Floride, c'est que qu'est-ce qui est malheureux, je pense, pour ces deux équipes-là, c'est que si ça va 7 matchs, qui est très probable, c'est sûr que le sortant, tu ne sais jamais, là, ça peut finir en 6, mais si ça va 7 matchs, puis déjà que les Panthers sont un peu maganés en général à la fin de la saison régulière, mais ça peut vraiment faire mal à un ou l'autre, même l'équipe gagnante, de gagner une autre coupe. Parce qu'on a trop mis en première ronde. Puis je vais donner l'exemple de Dallas l'année passée, que je sais que quand les Stars ont finalement perdu contre Edmonton en finale de la conférence de l'Ouest, j'avais parlé à des gens dans l'organisation des Stars, puis c'est tout respect pour les Oilers, absolument. Là. Mais les 7 matchs contre Vegas en première ronde, ensuite 6 matchs contre Colorado en deuxième ronde, les 13 matchs que ça a pris pour se rendre en finale de l'Ouest, ça avait vraiment enlever beaucoup d'énergie de l'équipe. C'est ça qui, tu sais, des fois, se rendre jusqu'à la finale de la Coupe Stanley aussi, c'est de faire sûr que tu ne vas pas 6-7 matchs à chaque ronde. C'est dur à faire, je comprends, mais l'affaire de Panthers Lightning en première ronde, c'est que comment est-ce que les deux équipes vont se maganer à la fin de la série-là? Puis être capable d'avoir assez dans le tank pour la deuxième ronde. Exact. Et ça revient à ta discussion un peu plus tôt, lorsque tu disais que les Hurricanes sont considérés comme l'équipe qui pourrait avoir le chemin le plus facile. Ouais. Parce que, tu sais, les Devils, ça frappe pas autant que Bennett,
Ketchuk et Marchand non plus. C'est une série un peu moins hargneuse, on peut anticiper. Fait que ça va être intéressant de voir quelle équipe va laisser beaucoup d'énergie sur la table en première ronde et va être capable de soutenir le rythme jusqu'à la fin avec 2 géants devant le filet en Vasilevski et en Bobrovski. Inscrivez-vous sur ubet.io avec le code RADAR et profitez d'un match de dépôt à 100% sur votre premier dépôt jusqu'à 100 $ canadiens. Tu as fait allusion à quelques reprises que tu t'en vas du côté de Dallas et du Colorado pour suivre la série, le derby Mikko Rantanen. Honnêtement, c'est une autre série que c'est un peu la finale avant la finale. Là. Ça va être 2 géants, c'est 2 super puissances dans l'Ouest. Il y a une de ces 2 équipes-là qui, malheureusement, ne va pas passer le premier tour. Ouais, c'est incroyable. J'ai hâte d'arriver là vendredi. Et puis, je te dirais, par exemple, que le feeling que j'avais il y a un mois a changé un peu aujourd'hui. Puis, je vais te dire pourquoi. J'ai fait, il y a un article qui sort, je pense que ça va vendredi dans l'Athlétique que j'ai fait, où j'ai fait un sondage des entraîneurs adjoints, des gens, des gens dans la direction d'équipe à travers de la Ligue. Je pense que j'avais 13 ou 14 en total, finalement, qui m'ont fait des propos et des prédictions, évidemment, sans donner leur nom, là, parce qu'ils voulaient être honnêtes. Mm-hmm. Mais de toute cette liste à travers de la Ligue des gens que j'ai parlé avec, il y en a juste 2 qui ont pris Dallas. Oh. Puis ça m'a vraiment surpris parce que c'est vraiment une série que je pense qu'on voit comme 50-50, comme les Panthers puis le Lightning. Mais je pense que ce qui se passe dans les derniers jours, tu sais, Robinson, on verra que Robertson, là, mais Heiskanen, il ne commence pas en série, ça c'est confirmé. Mais est-ce qu'il va être capable de revenir dans le 3e, 4e, 5e ou est-ce qu'il va être peut-être pas capable de revenir dans cette série? Puis dans les commentaires, les propos que j'ai reçus, tout le monde a peur de cet aspect-là parce que si tu regardes le rendement des Stars depuis que Heiskanen est sorti de l'alignement il y a 2 mois, au début, on gagnait beaucoup de matchs à cause de l'offensive, mais en général, leur performance d'offensive sans Heiskanen a vraiment descendu. Là. C'est vraiment moins fort à 5 contre 5. Puis écoute, on comprend pourquoi. C'est un des 5 meilleurs défenseurs dans le monde. Puis les Stars n'ont pas été capables de trouver une façon là, avec l'alignement de remplacer son rôle. Et puis, alors je pense que les gens ont un peu moins de confiance en Dallas comparé au Colorado qui ont fini très fort, qui ont fait toutes sortes de moves durant la saison, on le sait, Chris McFarland de DG. Et puis, ça a l'air, c'est eux autres qui ont la confiance des gens. C'est très intéressant comme exercice. Moi, je pense que c'est encore pas mal 50-50. Quand tu regardes les Stars offensivement, ça se peut que Wyatt Johnston commence une 3e ligne. C'est fort. C'est très fort à Dallas offensivement. Mais c'est sûr qu'à la fin de la journée, il faut être capable de jouer défensivement dans l'International pour gagner une Coupe Stanley. Puis sans Heiskanen, là, c'est difficile. Oui, Thomas Harley a fait du progrès incroyable cette année. C'est rendu un vrai top 4. Mais en général, on avait Chris Tanev passé dans les séries avec Dallas. Chris Tanev allait signer Toronto. C'est moins fort défensivement présentement à Dallas. Je pense que les gens veulent vraiment voir. Là. Mais on verra. Je pense que ça va être quand même une série de 6-7 matchs. Ouais, j'ai pas réussi à trouver la statistique exacte, mais je me souviens que l'année dernière, à un certain point, Miro Heiskanen avait plusieurs matchs de suite sans accorder un but à 5 contre 5. À chaque fois qu'il était sur la glace, les Stars ne se faisaient pas marquer à 5 contre 5. Ça vaut son pesant d'or. Évidemment, c'est une évidence. Fait que ça, c'est sûr que ça va leur faire mal. Parlant de blessures, Tyler Seguin est revenu pour les Stars. Fait que ça pourrait aider quand même avec Jason Robertson. Fait que ça, c'est quand même pas si mal. Mais la plus grosse blessure, celle que tout le monde surveillait déjà depuis 2022 et que tout le monde encourage, je suis convaincu dans le monde du hockey, c'est Gabriel Landeskog. Pierre, il a effectué des matchs de réhabilitation dans le club école de l'Avalanche. Là, il a été rappelé et on s'attend à le voir en uniforme. Quelle histoire, honnêtement, de persévérance de la part de Landeskog. Ah, c'est vraiment incroyable. Je sais que j'ai texté souvent avec l'Avalanche durant les derniers 7 jours à ce sujet-là. Et puis, on ne voulait pas trop dire parce que on voulait voir, premièrement, il a commencé à pratiquer avec l'Avalanche au mois de mars. Ensuite, il était à l'équipe école des Eagles, puis il a commencé à pratiquer avec eux autres. Ensuite, il a joué 2 matchs la fin de semaine passée.
Mais c'est toujours les mêmes commentaires que je recevais, c'est qu'on verra comment il file demain, on verra comment il file demain. On a vraiment pris ça le jour depuis qu'il a vraiment commencé son comeback. Parce que il n'y a aucune histoire. C'est le premier joueur dans l'histoire de la Ligue nationale à essayer de revenir au jeu avec le genre de chirurgie au genou que lui a reçu. D'ailleurs, il a fait un documentaire là-dessus. Là. Puis c'est pas fini cette affaire-là, je veux dire. Comme celui-là, c'est incroyable comme histoire. Il est heureux, l'Avalanche est heureux, mais la réalité, il n'y a pas personne qui veut le dire, là, mais ça prend juste un jeu, un match, là, où tout à coup, ça ne file pas la même manière. Ça, c'est la réalité là, de son retour. Ouais. C'est qu'à long terme, on ne sait pas. Exact. Et présentement, c'est le fun. Il file comme il faut. Puis même s'il revient comme un joueur de 3e ou 4e ligne, c'est correct. C'est le capitaine de l'équipe. C'est un des joueurs les plus intelligents sur l'Avalanche. Je peux te dire qu'un des commentaires que j'ai eu dans les derniers 3 ans quand il n'a pas joué, c'est qu'on le manque tellement dans le vestiaire. C'est le capitaine pour une raison. Là. Il était un gars qui pouvait calmer Nathan McKinnon des fois dans le vestiaire. Il y a vraiment un impact là, qu'on a vraiment manqué depuis qu'on a gagné la Coupe avec lui en 2022. Alors, c'est vraiment une histoire qui est revenue. On espère que ça continue pour lui. Honnêtement, je me souviens pas. Tu sauras me corriger si tu as un exemple en tête, mais il a été nominé pour le Bill Masterton sans jouer un seul match cette saison. C'est quand même assez exceptionnel comme situation. Ouais, puis je peux pas. Tout le monde comprend, là. Ouais. Non, absolument. C'est incroyable. Ben, juste le fait qu'il. Tu sais, il y a bien des gars dans sa situation dans le passé qui auraient peut-être dit écoute, là, ça arrive pas cette affaire-là. Là. Puis qui auraient peut-être pris leur retraite, mais il l'a fait. Tu sais, sa persévérance, justement, à Bill Masterton, la persévérance de ne pas vouloir arrêter dans son retour, c'est vraiment incroyable. Ouais. Juin 2022, son dernier match en Ligue nationale. Oui, avec la Coupe Stanley au bout des bras. C'est ça son dernier match. Et finalement, il va revenir 3 ans plus tard pour amorcer les séries. Ça n'a pas rapport avec les séries, on y reviendra dans quelques secondes, mais je pense que c'est important de glisser un mot sur Logan Couture qui a annoncé sa retraite. Un cas, je dirais quand même similaire. Ça fait 2 ans qu'il se bat avec une blessure. Il a joué seulement 6 rencontres, pas cette année, mais l'année dernière. Puis finalement, assez c'est assez, tirer un trait. Puis ça, je trouve ça plate un peu, Pierre, quand le joueur n'a pas le luxe de prendre sa retraite sur ses propres termes. Mais il est forcé à la retraite parce que son corps le laisse tomber. Puis je me rappelle d'un passé, les Sharks faisaient un séjour à Toronto et puis Logan Couture, justement, il jouait un de ses premiers matchs là, après avoir manqué de la saison. Puis je lui avais parlé après l'entraînement. Il était tellement excité de revenir. C'était comme un jeune de 18 ans. Il me disait comment c'est manqué. Il s'est rendu compte comment c'est important dans sa vie d'être capable de revenir au jeu. Fait que ça, c'est très malheureux quand je pense à ces propos qu'on avait eus ce jour-là. Je pense que c'était au mois de février, au mois de mars l'année passée. Et puis, finalement, il avait juste joué quelques matchs, puis il s'avait fait sortir encore, puis il n'a pas revenu depuis. Alors, c'est malheureux absolument. Je peux te dire que dans mes années, quand j'étais à ESPN.com, j'ai passé beaucoup de séries éliminatoires, beaucoup d'années à San Jose avec les Sharks, parce que les Sharks, les Ducks, les Kings, les 3 équipes de la Californie dans le temps, c'était toujours un des 3 équipes. Je pense qu'il y avait 12 ans d'affilée où une des 3 équipes de la Californie était en finale de l'Ouest. Alors, j'ai passé beaucoup de temps entre ces 3 formations-là. Puis, j'ai vraiment eu la chance de connaître Logan Couture comme être humain, comme joueur. Et puis, tellement sympathique. C'est tellement un gars qui est fin avec les gens. Fait que, on lui salue. Puis, c'est un gars aussi qui était toujours intéressé dans ce qui se passait à travers de la Ligue. Il y a des joueurs, c'est leur job. Quand ils sortent de l'aréna, ils veulent rien savoir de la Ligue nationale. Mais Logan Couture, c'est un des gars qui voulait savoir pourquoi ce gars-là s'est fait échanger. Comment d'argent tu penses ce gars-là va faire? Il me demandait toujours des questions à Logan Couture parce qu'il était très intéressé à ce qui se passait à travers de la Ligue nationale. Puis ça me donne l'impression qu'on va le revoir dans un autre rôle. Sinon, à San Jose, quelque part d'autre, je pense que c'est un gars qui va vouloir travailler dans la Ligue nationale dans une autre capacité. Ah, ben écoute, si t'es intéressé, puis t'es mordu, puis tu cherches à comprendre pourquoi il y a eu telle transaction, ça crie 2e étage. Probablement qu'il aura un genre de poste comme ça éventuellement. C'est intéressant. J'avais pas pensé à celle-là, Pierre. Il y a un dicton qui dit « Jamais 203 ». Ben, maintenant, il y en a un qui va dire « Jamais 304 ». Pour la 4e année de suite, on va avoir les Kings contre les Oilers au premier tour.
Je ne sais pas si Andy Kopitar et compagnie sont tannés de voir Connor McDavid débarquer en première ronde et je ne sais pas si on va avoir le même résultat que les années précédentes. Puis je sais, d'après moi, l'animosité va être à son comble. Là, à force de s'affronter en série, le niveau d'intensité ne cesse d'augmenter. Ouais, tu sais, je suis moins. D'une façon, je suis moins excité que certaines autres séries parce que ben, j'ai couvert les autres. J'ai couvert toutes les 3 séries Los Angeles, Edmonton dans les derniers 3 ans. Finalement, j'ai décidé de débarquer. Mais je pense que c'est là que le format de la Ligue nationale, moi, j'aimerais ça faire un retour au 1-8-2-7, là, mais en même temps, je pense que c'est la meilleure chance des Kings de finalement battre les Oilers, selon moi. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Là. Je pense que Une des oui. choses qui. Ben, c'est ça. On verra. Qu'est-ce qui est difficile à savoir avec les Oilers? Premièrement, l'absence d'Acombe, c'est gigantesque. C'est leur meilleur défenseur défensif. Et puis, ça change complètement la série qui ne jouera pas en première ronde. Mais l'autre chose, c'est qu'on ne sait pas vraiment c'est quoi la version des Oilers qu'on va voir en série. Les Oilers n'ont jamais eu leur équipe cette année. Là, il y a Chet Frederick, je pense, qui a joué un match, peut-être. Evander Kane va revenir à quelque temps. Quelle version de Skinner? Les lignes ont changé 15 000 fois. McDavid qui a manqué beaucoup de matchs. Je veux dire, oui, OK, tout le monde va rentrer finalement. C'est des séries, mais ça a l'air de quoi, là, cette version des Oilers? C'est ça qui est un peu unique, puis qui est difficile à mettre ton doigt là-dessus parce qu'on ne sait pas de quoi ça a l'air. On va le voir dans le premier match. Ouais, moi j'ai une pensée pour Jeff Skinner qui va jouer ses premiers matchs de séries éliminatoires en carrière. On parle quand même d'un vétéran de 32 ans là, qui a connu une belle carrière, honnêtement, Jeff Skinner. Puis lui, ce sera la première fois qu'il va jouer en éliminatoire. Puis, tu sais, je l'ai avancé durant ton commentaire. Moi, je pense que les Kings vont enfin avoir le numéro des Oilers. Mais, tu sais, parier contre Connor McDavid, c'est peut-être pas la meilleure idée au monde non plus. Là. S'il décide qu'il va en mettre dedans, il va en mettre dedans. Fait que c'est là où est-ce que c'est un impondérable et c'est ça quand même, les Oilers. Hein. Il y a 2 choses à retenir là-dedans. Premièrement, je me rappelle, il y a 2 ans, l'année passée, ça a été assez facile pour Edmonton, encore une fois, mais il y a 2 ans, les Kings menaient 2-1 dans la série. Puis ils étaient à la maison, puis ils gagnaient 3-0 dans le 4e match. Puis les Oilers ont décidé, je pense que c'est Jay Woodcroft qui était entraîneur-chef dans le temps. Il a mis McDavid puis Draisaitl à la même ligne quand ils perdaient 3-0. Mm-hmm. Je peux dire que la série a changé. Ouais. Parce que les Kings n'avaient aucune idée quoi faire avec ça. Puis c'est ce qui va arriver dans cette série si les Kings dominent. À quelque temps, ils vont mettre les deux gros joueurs ensemble. Puis c'est bien beau dire si t'es Jim Hiller de Los Angeles que tu es prêt pour ça, puis tu comprends que ça va peut-être arriver, mais il faut quand même avoir un plan pour ça. Fait que c'est ça vraiment que je pense que ce qui va arriver à quelque temps, c'est qu'on va être désespéré peut-être sur le côté des Oilers. Puis on va mettre les 2 gros gars ensemble, on verra où ça va. Mais à la fin de la journée, je pense pas que les Oilers ont la même profondeur. Ils sont pas en santé. Pas avoir un compte, c'est incroyable comme histoire de ne pas avoir un compte. Fait que je suis d'accord avec toi, je pense que j'aime beaucoup la chance des Kings. Mais l'autre chose, c'est ceci. Les Kings sont fait détruire entre le désavantage numérique et l'avantage numérique dans les 3 séries éliminatoires contre les Oilers dans les 3 années avant. On connaît l'avantage numérique des Oilers. Là. Mais les Kings ont passé quand même avec, je pense, le 2e meilleur record dans la Ligue. C'est des avantages numériques durant la saison régulière. Puis en dans les séries, je pense que les Oilers ont compté 8 ou 9 buts en avantage numérique dans la première ronde. Je veux dire, fait il faut que ça soit plus proche de 50-50 cette affaire-là avec les unités uniques, les unités spéciales. parce que spéciales parce que ça a été l'endroit dans les 3 séries avant où Edmonton gagnait toujours. Ah oui, parce que si tu as un powerplay qui roule à 40%, bonne chance pour gagner une série de l'autre côté. C'est sûr que c'est très difficile. Les Jets de Winnipeg, trophée du président, ils ont terminé avec le plus de points. Et pour les récompenser, ils vont affronter au premier tour une des équipes les plus hautes dernièrement avec les Blues de Saint-Louis, piloté par Jim Montgomery qui a fait un travail exemplaire. Et hâte de voir s'il obtiendra une nomination au trophée de Jack Adams. Ça va être une série pour hommes, ça, Pierre. Ça va frapper, je pense. Ouais. Ouais, ce ne sera pas facile. Les Jets, par exemple, dans les dernières années, j'ai vu l'autre jour, ils ont tout un record contre les Blues. Là. C'est sûr que moi, les records qui vont d'une année à l'autre, je suis moins intéressé là-dedans. Là. Moi, je pense que chaque année est unique à eux-mêmes. Mais même cette année, ils ont gagné la série encore une fois, les Jets contre les Blues, incluant leur dernier match. Alors, je pense que les Jets aussi, des questions de blessures. Mais écoute,
c'est intéressant comme Washington que les Jets qui ont tout fait parfaitement cette saison, c'est pas, je pense pas que, c'est pas tout le monde qui est prêt à gagner la coupe. Mm-hmm. C'est intéressant que les gens veulent trouver des raisons pour pas prendre Winnipeg de sortir de l'Ouest, Ouais. malgré du fait qu'ils font juste gagner pendant 82 matchs. Fait que c'est intéressant. Puis il y a peut-être une raison que les Jets sont un peu comme les Leafs de l'Ouest, où depuis qu'ils sont rendus en finale de l'Ouest en 2018, puis j'ai couvert les Jets cette année-là dans la série, les Jets n'ont pas fait grand-chose dans la série dans les 6-7 dernières années. T'sais, ils ont perdu contre Montréal l'année de la division canadienne. Balayé, ouais. Ouais, l'année passée, ils étaient les favoris, puis ils sont fait détruits par Colorado, là, on va être d'accord, en première ronde. Fait qu'il y a quand même il y a une certaine pression des choses à prouver à Winnipeg. J'espère qu'ils le font parce que j'aime beaucoup la façon que l'équipe a été construite. Ouais. Mais il y a quand même une pression sur cette équipe-là. Et tu dis choses à prouver avec un nom en tête. L'année dernière, la raison pour laquelle ils ont perdu contre le Colorado, c'est parce que Connor Hellebuyck semblait au bout du rouleau. Il n'était pas en mesure de faire les arrêts. Il sort d'une autre saison où est-ce qu'il va haut la main gagner le Vizina et même est considéré par plusieurs pour le trophée Hart. Peut-il rétablir sa réputation et être le gardien dominant qu'il a été toute l'année en éliminatoire? C'est là la grande question pour les Jets. Absolument. C'est la réalité. Puis c'est beaucoup de pression, mais il n'a pas été à son meilleur. Puis ça leur a coûté contre Colorado l'année passée. Puis là, il doit se prouver. Puis tu sais, je dis pas que c'est de sa faute, là, la finale de 4 Nations. Je pense que là-bas, il a connu un bon tournoi pour les Américains. Mais c'est quand même intéressant quand tu essaies de lire entre les lignes puis d'analyser les carrières de certaines vedettes. Ça aurait quand même été un moment pour Hellebuyck, le match championnat de 4 Nations à Boston, de dire non aux Américains puis d'arrêter McDavid. Tu sais, je sais que c'est facile à dire, là, mais il n'y a pas eu son moment non plus dans ce moment-là. C'est ce que Marner a réussi à faire au final. Tu sais, Marner, lui, Marner a réussi à montrer qu'il garde dans un moment important. Puis pas juste cette séquence-là, mais quand même dans le match en général. Moi, je l'ai trouvé bon, Marner. Il a été efficace et il a prouvé qu'il est capable de performer. Pendant qu'on parle des Jets, rapidement, contrat Alex Iafallo, 3 ans à 11 millions de dollars, c'est sorti dans les derniers jours. Un peu un drôle de timing quand même pour annoncer un contrat. Ça m'a un peu surpris, mais c'est bien temps fait. Alors lui, il va rester avec Winnipeg. Il nous reste une série à analyser, Pierre, c'est celle entre les Golden Knights et le Wild du Minnesota. Le Wild qui m'inspire pas super confiance, honnêtement. On regarde un peu Montréal et on se dit, on rentre en série, mais on s'est rendu. Mais le Wild, c'est un peu la même chose. On sentait que ça soufflait. Là. Puis les Flames de Calgary s'en venaient, puis les Blues s'en venaient. Puis le Wild a réussi à s'accrocher. Peuvent-ils causer une surprise et battre Vegas? Ben, la réponse est toujours oui dans les sondages de 2025. Là, mais moi, je pense que c'est rare les balayages dans le hockey moderne, mais s'il y a un balayage en première ronde, je pense que ça pourrait être Vegas. Puis je pense que le problème avec le Wild, c'est que finalement, ils sont en santé, là, entre guillemets. Évidemment, ils ont joué 2 mois sans Eriksson Ek et Kaprizov, puis ils n'ont pas été capables. C'est naturel. Pas été capables de. C'est comme New Jersey, Jack Hughes. Mais là, ils sont revenus, puis ils ont fait ce qu'ils devaient faire à la fin, là, mais ils ne m'inspirent pas bien, cette équipe-là non plus. Écoute, j'espère je vais d'annoncer qu'ils vont peut-être se faire balayer. S'ils gagnent la série, je suis le premier à mettre ma main et dire que j'avais tort, parce que c'est ça la ligne nationale. Ouais. Mais moi, je pense que, comme on parle de la Caroline, qui a peut-être un parcours intéressant là, pour se rendre loin dans la série, Vegas, c'est intéressant aussi, au moins, tu sais, s'ils peuvent faire, disons, 5 matchs en première ronde, ensuite, ça va être tough parce qu'ensuite, tu joues probablement contre Los Angeles ou Edmonton, puis là, ça devient probablement 6-7 matchs d'une façon ou l'autre. Mais au moins, comme je te dis, c'est important, moi, selon moi, pour des équipes qui gagnent la Coupe à la fin de la journée, d'avoir au moins une ronde où tu te dis, ce ronde-là, on était capable de faire ça dans 5 matchs, puis les gars étaient capables d'avoir un peu de repos en série. Exact. Puis le Wild va juste être content sans qu'il se débarrasse au complet. Mais les contrats de Parisé Suter diminuent énormément l'année prochaine. Ça va leur donner cette flexibilité-là pour revenir encore plus fort la saison prochaine. Inscrivez-vous sur youbet.io avec le code RADAR et profitez d'un match de dépôt à 100% sur votre premier dépôt jusqu'à 100 $ canadiens. Pierre, tu t'en vas sur la route. Ça va peut-être être plus compliqué pour nous de faire des podcasts ensemble dans les prochaines semaines. Mais si jamais tu as du temps, tu vas revenir nous voir?
Ben oui, on va figurer ça entre mes voyages. Je reviens quand même à la maison entre les rondes. Fait qu'on va se parler, Anthony, dans notre chose de WhatsApp. Là. On va se parler, mais on va essayer de figurer ça. Parfait, excellent, Pierre. Alors, je te souhaite de belles séries. Bon voyage, amuse-toi. Je pense que tu vas avoir de l'excellent hockey à couvrir. Puis on a bien hâte de lire tes articles et te voir sur les ondes de TSN ou encore de RDS. Et moi, je vous laisse avec un extrait de Processus. Bye-bye tout le monde. La première impression, c'est que quand tu le vois par rapport à ses coéquipiers, on dirait que tous ses autres coéquipiers, puis il y en a des talentueux là-dedans, on dirait que tout le monde, on dirait, baisse d'un galon. Parce que dans le sens qu'il est vraiment... il a été le meilleur joueur du CH ce soir. Il a été le meilleur joueur du CH. Puis on le voit dans ses aptitudes, ses habiletés. C'est sûr qu'il n'y aura pas toujours des matchs d'un but, une passe à tous les soirs. Non. Mais on le voit dans ses habiletés qu'il est meilleur que les autres. Écoute, il se passait quelque chose à chacune de ses présences. Puis c'est ça que je te disais souvent quand je te disais que pour moi, un joueur exceptionnel, un joueur de premier plan,